Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien au micro? Ok, parfait. Donc, ce soir, on va faire une conférence sur les pathologies rénales. Donc, premièrement, le syndrome néphrotique et deuxièmement, plutôt des rappels donc, sur l'insuffisance rénale, qu'elle soit aiguë ou chronique. Donc, on va commencer avec le premier sujet. Est-ce que quelqu'un est partant pour commencer? Donc, n'hésitez pas à prendre le micro, c'est plus convivial et ça permettra de travailler ensemble. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait bien lire le sujet et proposer une réponse pour la première question? Je comprends, c'est samedi, vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave. Ouais, vas-y, il n'y a pas de souci, ouais. Salut, on m'entend? Salut. Ouais, on t'entend bien, ouais. Ouais. Du coup, il y a besoin de lire le sujet ou je réponds direct à la question? Ouais, si tu veux bien lire le sujet, comme ça on a à nouveau en tête Ouais, et on... ok. Du coup, une femme de 45 ans se présente aux urgences après une soirée avec des amis. Elle explique au médecin qu'une de ses amies esthéticiennes a fait une démonstration d'épilation sur ses jambes et que lors de la mise en place de la bande de tir, il faut appuyer pour que la bande colle bien. Soudainement, elle voit apparaître des creux blancs sur ses jambes. La femme rapporte qu'elle présente également des bourdonnements d'oreilles depuis plusieurs semaines. Le médecin note des signes cliniques ci-dessous. Jeune femme de 45 ans, 177 cm, 65 kg, ayant des œdèmes des membres inférieurs. De plus, elle présente une hypertension artérielle à 17-11. Et après, il y a le bilan bio. Ouais. Et du coup, la question 1, c'est faire le bilan clinico-biologique. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes? Pour le bilan biologique au niveau sanguin, du coup, on a une hyponatrémie. Il y a besoin que je redonne les normales ou c'est bon? C'est comme tu veux. De toute façon, j'ai Bah, je, dans le enfin, tableau, donc c'est bon. je les ai écrits, mais c'est juste, ça va être long s'il faut toutes les redonner. Ouais, non, mais vas-y, et donne tes réponses et après je le présenterai au tableau. Du coup, on a une hyponatrémie modérée, on a une hypoosmolalité, on a une hypocalcémie, une hyposidérémie. La T4L est diminuée et la TSH est augmentée, donc ça apporte une hypothyroïdie. On a une hypoalbuminémie et une hypoprotéinémie. Au niveau urinaire, on n'a pas de glycosurie ni de cétonurie. On a une protéinurie. Du coup, là, on a la protéinurie donnée à 2,25 grammes pour 14 heures. Du coup, normalement, il faut la donner pour 24 heures pour Mhm. pouvoir définir une protéinurie. Du coup, c'est juste un petit produit en croix et on trouve normalement une protéinurie de 3,86 grammes pour 24 heures. Ouais. Et tu as fait un autre calcul? Ouais, j'en ai fait d'autres. J'ai calculé l'IMC du coup, donc c'est poids sur taille au carré. On avait un IMC de 20,75 kg par mètre carré. Du coup, c'est une corpulence normale. Ouais. On pouvait calculer la calcémie corrigée aussi, Ouais. qui montrait en fonction de soit on prenait avec les protéines, on trouvait 1,68, soit avec l'albumine 1,88. Dans les deux cas, on avait une vraie hypocalcémie. Ok. Ouais. Voilà. Et les autres calculs, on ne pouvait pas, on n'avait pas les données. Ok, ouais, ouais, c'est ça. Donc, je récapitule. Donc, pour présenter les valeurs biologiques, donc, je vous propose de faire un tableau avec donc, les paramètres, les valeurs du patient, les valeurs usuelles, les variations et l'interprétation. Donc, ici, on voit qu'on a bien un sodium qui est diminué, donc une hyponatrémie. On a donc une osmolalité qui est diminuée, donc une hypoosmolalité. Le calcium, comme il a dit, donc il a calculé pour savoir si c'est une hypocalcémie vraie ou fausse. Donc là, c'est bien une vraie hypocalcémie. Le fer est diminué, donc la T4 libre est diminuée due aux pertes au niveau urinaire. La TSH, elle est augmentée. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi la TSH est augmentée? Donc ici, la TSH, elle est en fait augmentée parce qu'on a une diminution de la T4L. Donc voilà, donc comme la T4L, comme disait le point,
Comme la T4L est diminuée, on a un rétrocontrôle négatif, et donc forcément, il faut réaugmenter les hormones thyroïdiennes et donc une augmentation de TSH. L'albumine est diminuée et les protéines sont également diminuées. Au niveau donc urinaire, on n'a pas de glycosurie, on n'a pas de cétonurie, mais on a une protéinurie qui est très importante, de l'ordre de 3,85 ou 3,87, je pense, grammes par 24 heures. Donc, comme il a dit, on fait un calcul du calcium corrigé. La formule donc, du calcium corrigé, c'est le calcium mesuré moins 0,025 fois l'albumine moins 40. On trouve une calcémie donc corrigée à 1,87, et donc c'est une hypocalcémie vraie. Notamment donc ici dans le syndrome néphrotique, dû à une perte de calcium au niveau donc rénal. Alors en fait, tu ne trouves pas la même valeur, mais ça permet quand même de déduire, que ça soit une hypocalcémie vraie. Parce que quand tu prends les protéines, tu englobes toutes les protéines, alors que quand tu prends l'albumine, tu prends uniquement le calcium qui est fixé à l'albumine. Alors que le calcium ne se fixe pas 100% à l'albumine, il y a aussi à d'autres protéines. Donc c'est pour ça que ça diffère un peu. Mais les deux formules sont justes, ouais. Mais c'est juste que le calcium ne se fixe pas entièrement à l'albumine, il se fixe aussi à d'autres protéines. Donc c'est pour ça que les valeurs diffèrent légèrement, mais tu trouves également une hypocalcémie vraie. Et donc, le bilan donc, biologique nous montre une hyperhydratation donc, intracellulaire. Ça, parce qu'on voit qu'il y a une hyponatrémie et une hypoosmolalité. On a une hyposidérémie, une diminution de la T4 libre et une hypocalcémie. Augmentation de la TSH due à l'activation donc, thyroïdienne et une protéinurie importante, 3,9 grammes par 24 heures. Est-ce que pour ça, c'est bon? La partie clinique, je l'ai mis dans la question 2, mais on peut également la mettre dans la partie 1. Est-ce que pour les valeurs, on est bon? Par quoi on explique? Ouais, c'est ça, donc c'est une perte au niveau rénal. Ouais. Donc on a une perte au niveau rénal du fer, du magnésium, du cuivre, du zinc. Donc tous les minéraux ou tous les atomes, par exemple, sont éliminés au niveau rénal. Donc forcément, il y aura je réponds pour Maxence, donc forcément, il y aura une hyperhydratation extracellulaire. On pourrait la dire vu aux diminutions des protéines. Maintenant, pour confirmer, on pourrait proposer peut-être un dosage d'hématocrite qui, elle, te permettra de dire s'il y a une hyperhydratation extracellulaire aussi pour confirmer. Mais dans le syndrome néphrotique, il y a bien une hyperhydratation extracellulaire. Il y avait aussi une autre question. En fait, pour répondre à Maël, donc dans le syndrome néphrotique, il y a une hyperhydratation extracellulaire qui va évoluer en hyperhydratation intracellulaire, donc tu as les deux hyperhydratations, ce qui fait une hyperhydratation globale. Mais ici, dans le cas, on n'a pas mis toutes les données, mais si on veut chercher des données, on pourrait mettre dans les examens complémentaires, ce qui permettrait de encore plus définir les hyperhydratations extracellulaires et intracellulaires. Donc, ouais, on peut faire un petit récap sur les hyperhydratations. Donc, pour savoir si c'est intracellulaire, on prend en compte le sodium et l'osmolalité. Et si c'est extracellulaire, on prend en compte les protéines et l'hématocrite. Donc, je répète, pour le syndrome néphrotique, d'abord, on a une hyperhydratation extracellulaire qui va par la suite évoluer en hyperhydratation intracellulaire et qui aboutit à la fin vers une hyperhydratation globale. Ouais, donc comme disait Nesrine, on prend en compte l'osmolarité pour l'hyperhydratation intracellulaire. Ouais. Donc, la question 2, si c'est bon.
quel est le diagnostic le plus probable? Donc, on en a beaucoup parlé, mais donc là, Je me Gaspard. permets de prendre la parole pour les questions d'hydratation. En gros, juste pour le secteur intracellulaire, ça va être l'osmolarité et l'anatrémie. Et pour le secteur extracellulaire, c'est les protéines et l'hématocrite, je crois. Ouais. Et donc après, vous interprétez si c'est augmenté ou diminué. Si les valeurs sont augmentées, c'est plutôt en faveur d'une déshydratation. Ouais, c'est ça. Oui. Et si elles sont diminuées, c'est que c'est un peu dilué, voilà, c'est un peu logique. Et donc, c'est plutôt en faveur d'une... Hyperhydratation. Voilà, c'est ça, pardon. Mm. Donc, osmolarité et natrémie pour le secteur intracellulaire et protéines et hématocrite pour le secteur extracellulaire. OK. Donc, pour la question 2, oui, donc le syndrome néphrotique impur. Donc, le syndrome néphrotique, OK. Qu'est-ce qui vous dit que c'est impur? Je peux y aller à l'oral. Ouais, vas-y. Du coup, déjà, je définis toujours les pathologies. Pardon, désolé, j'ai un truc à la voix. Oui, vas-y, pas de souci. Pardon. Du coup, c'est une néphropathie glomérulaire qui est définie de façon strictement biologique par du coup l'association de 3 critères. La protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures, une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre et une hypoprotinémie inférieure à 60 grammes par litre chez l'adulte. Et pour qu'elle soit pure, il faut qu'il y ait absence d'hématurie, d'hypertension artérielle et d'une insuffisance rénale aiguë organique. Et si on a une hypertension artérielle, du coup, ça définit le caractère impur du syndrome néphrotique. Ouais. Et tu as dit hématurie. Est-ce que tu peux préciser un peu? C'est des hématuries au niveau microscopique surtout, parce que c'est ce qu'il y a de plus précis. OK. Et donc, la couleur de l'urine, elle sera plutôt rouge ou elle restera jaune? Elle peut être légèrement brunâtre normalement, mais elle peut être transparente si c'est que microscopique. Ouais, si c'est microscopique, c'est transparent, enfin transparent jaunâtre. Et si c'est hématurie macroscopique, là, elle deviendra rouge, dû à la présence d'hémoglobine et de globules rouges. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai présenté ça de cette façon-là. Donc, il y a les critères épidémiologiques. Donc, ici, il n'y a pas de critères à proprement parler qui nous orienteraient vers un syndrome néphrotique. On a les critères cliniques. Donc, comme on disait, elle s'aperçoit qu'elle a des creux sur la jambe. Médicalement parlant, on appelle ça des œdèmes, qui sont blancs, mous, qui prennent le godet. Ils sont bilatéraux et ils sont déclives, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau des parties inférieures, donc les chevilles, les jambes. Et pour les personnes qui sont couchées, on peut également avoir des œdèmes au niveau, donc, au niveau des lombes. Donc, bourdonnement d'oreille, on appelle ça un tintement. Ok, ouais, ça marche. Donc, le bourdonnement d'oreille, comme tu disais, depuis plusieurs semaines, ça fait penser à une hypertension artérielle. Et l'IMC, donc, lui, est normal, donc ça ne nous indique pas grand-chose. Pourquoi le bourdonnement d'oreille? Ça nous dit que c'est à cause d'une haute tension. Donc ça, c'est du cours, et c'est parce que donc il y a une hypertension et donc une atteinte au niveau cochléaire. La physiopathologie exacte, je ne connais pas, mais c'est, je pense, dû à une hyperpression au niveau oreille, et donc ça provoque donc des bourdonnements. Mais la physiopathologie complète, je ne pourrais pas te la dire. Donc, pour les critères biologiques, on a bien une hyperhydratation intracellulaire et qui provient donc de l'hyperhydratation extracellulaire. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Lorsqu'on a en fait lorsqu'on a une augmentation de l'eau au niveau du secteur plasmatique, donc on n'a pas forcément une augmentation de l'eau, mais on a une diminution de la pression oncotique due à la perte de protéines. Donc il y a plus d'eau que de protéines. Qu'est-ce que l'eau va faire? L'eau va passer dans le secteur interstitiel. Donc, ça donne des œdèmes et ça va aussi passer. Est-ce que ça bug? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, donc c'est bon. Donc, l'eau dans le secteur donc, interstitiel va passer dans le secteur intracellulaire et ce qui va donc provoquer une hyperhydratation globale.
On a également, donc je répète ça, mais c'est une hyposidérémie, diminution des hormones thyroïdiennes et une hypocalcémie. Ici, on voit sur le dessin, donc on a une atteinte en fait au niveau des capillaires glomérulaires. Donc les capillaires glomérulaires vont s'élargir, ce qui va laisser passer les molécules et les protéines porteuses du fer, par exemple, ou du calcium, et donc libération au niveau de l'urine et une diminution au niveau du compartiment sanguin. Et donc, comme il a dit avant, le diagnostic il est biologique, c'est-à-dire une hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre, une hypoprotéinémie inférieure à 60 grammes par litre et une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures, mais pas 3 grammes par litre, comme vous avez pu le voir dans le QCM sur Instagram. Donc Nesri vous a écrit la physiopathologie du bourdonnement d'oreille au niveau dû à la haute tension. Et donc le diagnostic, c'est une néphropathie glomérulaire, donc un syndrome néphrotique impur dû à la haute tension artérielle. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un Qu'est-ce qui ne va pas? Attends, c'est bon, ça a changé, ça a juste enlevé. Oui, on voyait des Ouais. lines. Ok. Donc attends, donc j'étais là. Ok. Alors dans le collège de médecine, ils ne prennent pas en compte l'hypoprotidémie. Donc le QN ne cite pas l'hypoprotidémie donc dans le critère bio que l'hypoalbuminurie. Alors je peux vous confirmer que c'est bien les 3 critères à prendre en compte. Ouais, c'est ce qu'on nous apprend. Enfin, moi personnellement, oui. Moi aussi. C'est les 3 critères à prendre en compte. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, je pense de toute façon, à partir du moment où tu as une hypoalbuminémie, tu as une lipoprotéinémie aussi qui va avec. Mais Et dans les QCM, ils mettent toujours hyperlipidémie. Donc oui, ça c'est vrai, mais est-ce que c'est une question? Je ne comprends pas la question. Ah ok, tu comprends pas pourquoi, ok. Ben, en fait, c'est une complication que je vais t'expliquer juste par la suite dans la question numéro 5. Donc pour la question 2, on était bon. Pour la question 3, est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Ouais, vas-y. Ouais, du coup, on a une perte de sélectivité au niveau de la membrane basale glomérulaire. Du coup, on va avoir une albuminurie qui est massive. Du coup, secondairement, ça va conduire à une hypoprotéinémie puis à l'hypoalbuminémie. La baisse de la pression oncotique, elle va amener un appel d'eau et d'électrolytes vers le secteur extravasculaire. Ça va conduire à la formation d'œdème, puis à une hypovolémie. Ensuite, il va y avoir une activation du système rénine-angiotensine qui va augmenter la réabsorption d'eau et du sodium. Et ça va renforcer les œdèmes. Ça fait une boucle. Pour ce qui est, moi, dans la physiopathe, je mettais aussi l'explication des grosses complications. Donc, le bilan lipidique, il est modifié parce qu'il y a une fuite urinaire d'ApoC2 qui est activateur de la lipoprotéine lipase. Du coup, ça va augmenter la concentration en cholestérol, en triglycérides, pardon. Pour tout ce qui va être anomalie de la coagulation, il y a une perte urinaire d'antithrombine et de facteurs de la coagulation, donc facteurs 5, 7, 10 et du fibrinogène. Donc il y a une perte, tu dis qu'il y a une perte de ce facteur? Non, pardon, une augmentation de ces facteurs. Ok, ouais. Ça, c'est l'augmentation des facteurs, c'est à cause de de la perte. Il y a une perte et donc une hypersynthèse au niveau hépatique. Voilà, oui, pardon, c'est ça.
Ensuite, il y a une sensibilité aux infections due à une perte urinaire des protéines du complément, des IgG, et il y a une perturbation de ce qu'on appelle le switch, donc une augmentation des IgM. Et après, du coup, il y a une augmentation des fractions plasmatiques libres, des hormones, d'où la T4, et des médicaments liés à l'albumine. Et du coup, c'est un facteur de risque de surdosage de médicaments. Ouais, c'est globalement ça, ouais. Donc, pour vous synthétiser, donc, le syndrome néphrotique est une atteinte du filtre glomérulaire. Donc, on a une déformation de la membrane glomérulaire avec une augmentation de la taille des capillaires glomérulaires. Qui dit augmentation de la taille des capillaires va dire augmentation de la filtration des protéines et donc augmentation des filtrations, diminution au niveau sanguin. Comme on a une diminution au niveau sanguin, on a une diminution de la pression oncotique et donc une passage de l'eau du secteur extra vers le secteur intra et donc une hyperhydratation globale, comme on avait dit avant. Tout ça, ça donne une hypovolémie qui va par la suite provoquer une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone, un hyperaldostéronisme secondaire, une rétention donc hydrosodée, et ce qui va donc entretenir l'œdème. Et c'est pour ça que les personnes qui ont un syndrome néphrotique ont de plus en plus d'œdème, parce que ce système rénine-angiotensine va en fait venir entretenir l'œdème. En fait, le lien avec les dyslipidémies, c'est qu'au niveau rénal, tu vas perdre les lipoprotéines, ce qui va provoquer une augmentation de la synthèse au niveau hépatique. Et donc, forcément, le foie va augmenter sa synthèse, et donc il y aura une augmentation au niveau sanguin. Et l'ApoC2 est un activateur de la lipoprotéine lipase. Donc forcément, si tu n'as pas de ApoC2, tu as une augmentation de la dyslipidémie. Est-ce que c'est plus clair? Ok. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui est assez sympa, je trouve, qui vous montre toutes les perturbations qu'on a dues à un syndrome néphrotique. On a une diminution du taux des immunoglobulines, ce qui va favoriser les infections. On a une diminution de l'hypoalbumine, de l'albumine, pardon, qui va provoquer une diminution de la pression oncotique. Ouais, je peux remettre la diapo 2 secondes. Très sympa schéma, ouais. C'est pas moi qui l'a fait, mais il est très sympa, ouais. Est-ce que c'est bon, Tsunami? Donc, je passe. Donc, on a également une augmentation de la synthèse de protéines au niveau hépatique due à la perte, ce qui va provoquer un risque de thromboembolie. Et donc, tout cela va engendrer des œdèmes. La question numéro 4, donc là, on va venir sur les complications. Il y a des complications plutôt précoces et plutôt tardives. Donc, est-ce que quelqu'un serait prêt à les citer? S'il en manque, on va compléter, c'est pas de souci. Donc, il y a l'infection, oui. Ça, c'est une chose. Hein. Il y a les œdèmes, il y a les thromboses. Ouais. L'insuffisance rénale aiguë au début, les coagulabilités, le surdosage aux médicaments, ouais, tout ça, il y a. Donc, les complications précoces, c'est les œdèmes au niveau des jambes, vous avez tous compris maintenant, qui peut évoluer par la suite, si ça s'aggrave, vers des œdèmes au niveau de la plèvre, au niveau du péritoine, au niveau du poumon. Donc, ça peut vraiment évoluer vers des choses assez graves. On a au début l'insuffisance rénale aiguë qui va, elle, donc, peut évoluer en nécrose tubulaire ou alors même en thrombose des veines rénales due au dépôt de protéines donc, insolubles. On a une hypoalbuminémie et donc, premièrement, on a une diminution de la pression oncotique, mais de l'autre côté, on a également une diminution des protéines porteuses de molécules et donc ce qui va engendrer par la suite une augmentation des formes libres des molécules comme par exemple l'AVK, les INS et les statines qui ont des forts taux de liaison protéines plasmatiques. Et donc là, on a un risque de surdosage de ces médicaments.
On a les anomalies de la coagulation. Donc, comme on a une perte des facteurs de la coagulation, on a une augmentation de la synthèse de ces facteurs au niveau hépatique et donc un risque d'hypercoagulabilité. Et on a également une augmentation des infections donc, due aux pertes d'immunoglobulines et des protéines du complément. Donc tout ça, ce sont des complications donc, précoces, mais qui sont également présentes tardif, hein, si le syndrome néphrotique n'est pas traité. Et donc pour les complications tardives, on a l'hypertension artérielle donc, qui est due à l'entretien de la rétention hydrosodée du système rénine en jetant signal d'aldostérone. On a une insuffisance rénale chronique donc, due à l'HTA. Comme vous savez, l'hypertension artérielle peut provoquer à long terme une insuffisance rénale chronique. On a un retard de croissance, ça c'est plutôt pour les personnes jeunes, les enfants, mais qui est également possible pour les personnes âgées, donc en cas d'ostéoporose par exemple, donc avec un risque d'ostéoporose. On a un syndrome carentiel, donc perte urinaire de calcium, magnésium, fer, cuivre, zinc, folate, etc. Et on a une hyperlipidémie, donc due aux pertes rénales des lipoprotéines, ce qui va provoquer une augmentation de leur synthèse au niveau hépatique et donc une augmentation du risque cardiovasculaire. Comme vous le savez, donc une hyperlipidémie est souvent donc, un risque de maladie cardiovasculaire. Et un collapsus donc, dû à la diminution d'eau au niveau extracellulaire. Est-ce que c'était bon pour cette question? Ok, il n'y a pas de question, donc on passe à la 5. Donc, quels examens complémentaires peut-on faire au niveau sanguin et urinaire? Ben, tardif, ça peut se compter en semaines, en mois, en années, s'il n'est pas traité. Donc, on peut faire un bilan lipidique, ouais. Protéinurie, donc électrophorèse des protéines urinaires, électrophorèse des protéines sériques. Ouais, NFS. Dosage du sodium et du potassium urinaire, électrophorèse des protéines, oui. Un bilan d'hémostase aussi, ouais. Ok. CRP, ouais. Vitesse de sédimentation. Ok. Une bandelette urinaire au début pour savoir s'il y a une protéinurie. Et ensuite, un dosage pondéral des protéines pour doser les protéines, ouais. Un dosage pondéral des immunoglobulines, ouais, on peut faire tout ça, ouais. Donc, électrophorèse des protéines plasmatiques. Est-ce que quelqu'un sait le profil de ces protéines plasmatiques? Est-ce que vous savez ce qui va diminuer, ce qui va augmenter? Il y a une diminution de l'albumine, une diminution de l'alpha 1. Ouais. L'alpha 2, elle est augmentée. Oui. Bêta 1, elle est diminuée. Bêta 2, elle peut être augmentée ou diminuée. Et les gamma, elles sont diminuées. Et pourquoi les gammas sont diminués? Parce que tu as une perte d'IgG. Oui, mais donc, quand tu as une perte d'IgG, théoriquement, quand tu as une perte de protéines, le foie va compenser la perte, donc va augmenter la synthèse. Et pourquoi est-ce qu'il ne compense pas la perte d'immunoglobuline? Parce qu'il y a une perturbation du switch. À la place, il va augmenter la production d'IgM. Est-ce que c'est le foie qui synthétise les immunoglobulines? Non, non, non. En fait, c'est parce que c'est synthétisé par les lymphocytes B. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de compensation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a une diminution, en fait, des gamma et pas d'augmentation parce qu'ils ne sont pas compensés par la synthèse au niveau hépatique. Donc, c'est pour ça qu'on a une diminution des gamma au niveau de l'électrophorèse. Donc, comme tu avais dit, la vitesse de sédimentation, due à la perte d'albumine, et donc une vitesse de sédimentation qui est donc augmentée. Un bilan donc lipidique, donc le cholestérol total, le LDL, le HDL et les triglycérides. Le bilan rénal, je l'ai aussi vu dans les commentaires, donc avec la créatinine, l'urée
et le DFG. Un bilan de coagulabilité. Donc, on a donc une perte urinaire de l'antithrombine 3 et des protéines C et S. Et donc, comme on a une perte de ces protéines, on va avoir une hypercoagulabilité. Donc, on va faire un bilan de la coagulation et également un bilan donc, immunologique dû à la diminution de C3 et de CH50. Au niveau urinaire, on va donc faire une électrophorèse également des protéines urinaires pour définir si la protéinurie elle est sélective ou non sélective. Donc, si elle est sélective, il y a plus de 80% de l'albumine. Et si elle est non sélective, donc les protéines, c'est inférieur. Ouais, désolé, ouais. Je sais que je parle vite. Donc, pour l'électrophorèse des protéines, de toute façon, tu retrouves le diapo en ligne. Mais l'électrophorèse des protéines urinaires, ils vont présenter donc pour la protéinurie sélective, l'albumine sera supérieure à 80%, et pour la protéinurie non sélective, l'albumine sera inférieure à 80%. Dans le corrigé, tu pourras mettre le détail des augmentations et diminutions sur l'électrophorèse sérique. Oui, je peux mettre ça, ouais. Je vais me le noter. On a une hématurie donc microscopique. Donc là, je vous ai mis une photo de la différence entre une hématurie microscopique et une hématurie macroscopique. On peut également faire un ionogramme urinaire, donc avec sodium et potassium. Comme j'ai vu également dans le chat, des bandelettes urinaires donc pré-diagnostiques, c'est-à-dire qu'ils vont en fait, c'est une méthode qui est plutôt semi-quantitative, c'est-à-dire elle a un seuil de positivité de 100 à 150 mg et donc de protéines, et donc ça peut permettre de savoir s'il y a des protéines ou non, et par la suite, on va donc faire une confirmation et un dosage pondéral des protéines en laboratoire. Donc voilà, ça c'était pour les examens complémentaires. Et la ponction, donc oui, biopsie rénale chez l'adulte également, que j'ai oublié de noter, mais que je vais mettre. Pour voir donc l'étiologie, c'était plutôt un problème au niveau des pédicelles, par exemple, donc des podocytes, ou pour voir l'étiologie et la physiopathologie donc, du syndrome néphrotique. On va faire une biopsie rénale. Question numéro 6. Donc, quelle sera la prise en charge de la patiente? Donc, une restriction hydrosodée. Ouais, comme elle est en surcharge hydrosodée. Du repos. Ouais. Des diurétiques en général, comme par exemple le furosémide. Ouais. Un antihypertenseur aussi, lequel tu proposes. IEC, ouais. Et s'il y a des effets indésirables, on passe sur un sartan. Ok, on est pas mal. De l'héparine, HBPM, ok. Une corticothérapie, oui, en traitement curatif, enfin, traitement étiologique. Une hypolipidémie. Un hypolipémie, pardon, oui, aussi. Perfusion intraveineuse d'albumine, ça c'est vraiment exceptionnel. Et c'est vraiment dans des cas très rares. Si par exemple on a une hypotension qu'on n'arrive pas à régler avec un remplissage, là on arrivera à une perfusion intraveineuse d'albumine, mais c'est vraiment dans les cas assez rares. La spironolactone, on peut également la donner, mais ça dépend par exemple si on a une insuffisance rénale, on ne pourra pas la donner. Donc, on met des antibiotiques en préventif. Donc, il n'y a pas donc, de mise en place d'antibiotiques en préventif, mais il y a, comme a dit Gaspard, une vaccination antigrippale et antipneumococique.
Donc, on récapitule. Donc, les traitements symptomatiques, c'est un traitement des œdèmes avec un repos au lit, un régime hyposodé et des diurétiques, donc la spironolactone, l'hydrochlorothiazide pour les personnes qui n'ont pas d'insuffisance rénale et du furosémide chez les personnes qui ont une insuffisance rénale. Parce que vous le savez que le furosémide peut être administré en cas d'insuffisance rénale. Pour le traitement des fuites de protéines, on va donner un régime donc hypoprotéique, mais également un IEC ou un sartan. Est-ce que vous comprenez le mécanisme de l'IEC ou du sartan sur une diminution des fuites de protéines? Ça bloque le système. Ouais, ça bloque le système, je suis d'accord. Donc, ça diminue la protéinurie. Ouais, en fait, le médicament, donc l'IEC ou le sartan, va diminuer la pression artérielle. Et donc, il y a une diminution de la pression au niveau rénal. Et donc, on va diminuer le passage des protéines du secteur sanguin vers le secteur urinaire. Donc, si vous diminuez la pression, vous diminuez le passage des protéines du secteur sanguin vers le secteur urinaire. Et les protéines abîment le rein, ouais. Pour la prévention des thromboses veineuses, on a donc l'HBPM, mais également donc les AVK ou les HNF, si le patient donc, présente une insuffisance rénale, on va plutôt donner des HNF que des HBPM. Mais les AVK, en fait, on les donne uniquement si après un traitement et après normalisation du syndrome néphrotique. Donc, on pourra le donner par la suite, mais uniquement après normalisation du syndrome néphrotique. Il y a des questions. Moi, je ne comprends pas pourquoi un régime hypoprotéique. Mais en fait, si tu apportes des protéines, forcément, tu vas favoriser la perte de protéines au niveau rénal. Donc, le mieux, c'est de faire un régime hypoprotéique pour apporter le moins de protéines possible. Et donc, moins de protéines au niveau urinaire. Je pensais qu'on donnait le furosémide pour le traitement symptôme des œdèmes. En fait, le furosémide, on donne le furosémide, mais si par exemple, tu as un effet indésirable au furosémide, il faut avoir autre chose sous la main. Donc là, on va plutôt passer sur la spironolactone ou l'hydrochlorothiazide. Mais tu ne peux pas juste dire il y a juste le furosémide qui marche. Ça marche, certes, mais si le patient présente une intolérance, un effet indésirable, il faut avoir autre chose sous la main. Le Fondaparinux, c'est possible, donc ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vu dans les recommandations de Fondaparinux. Et comme disait Gaspard, oui, pour l'insuffisance rénale, si tu as une insuffisance rénale, on donne du HNF, et s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, on donne des HBPM. Pourquoi on ne peut pas donner des AVK pendant le syndrome néphrotique? En fait, durant le syndrome néphrotique, tu as une diminution des protéines qui portent les AVK. Du coup, si tu diminues les protéines porteuses, tu vas augmenter la toxicité de l'AVK. Parce que les AVK sont liés à 98-99% au niveau donc, des protéines. Et donc, forcément, tu vas augmenter la toxicité des AVK. Donc, c'est pour ça que tant que ce n'est pas normalisé, on reste sur des HBPM ou HNF. Et une fois que c'est normalisé, on peut passer sur des AVK. Et ouais, c'est le lien avec la forte liaison aux protéines plasmatiques, dont l'albumine. Donc, on en était à l'hypercholestérolémie. Donc, pour ça, on va donner des statines. Un régime donc, hypoglucidique, parce que vous savez que les glucides favorisent la synthèse de lipides. Il y a un régime également donc hypolipidémiant.
Pour le traitement de la HTA, donc c'est le même que pour le traitement des fuites de protéines, donc c'est IEC ou sartan. IEC, si c'est bien toléré. S'il y a une toux sèche, on va passer sur un sartan. Un arrêt de médicaments néphrotoxiques, ça c'est sûr. Et un arrêt de tabagisme s'il y a un arrêt de tabac, s'il y a du tabagisme. Donc là, je vous ai mis en détail, mais on ne va pas revenir, ou si jamais vous avez besoin de détails. Mais là, je vous ai juste mis le tableau avec les différentes molécules, les indications, les effets indésirables, les contre-indications et les surveillances. Donc, les surveillances particulières pour le syndrome néphrotique, c'est par exemple la kaliémie, la surveillance clinique des œdèmes aussi, un ionogramme sanguin et un ionogramme urinaire, par exemple. OK. Donc là, je vous ai également mis donc, les IEC, les sartans, HBPM. Ça, vous pouvez voir dans le diapo dès que vous l'aurez en ligne. Le traitement étiologique. Donc, comme j'ai vu également dans le chat, la première intention, ce sera donc des corticoïdes oraux jusqu'à donc 15 jours après la rémission, puis une décroissance progressive pour éviter donc l'insuffisance cortico-surrénalienne. Et en deuxième intention, donc si ça ne marche vraiment pas, parce que 85% des patients sont corticosensibles, mais 15% des patients sont cortico-résistants. Et là, on pourra passer plutôt sur des immunosuppresseurs, donc, tels que le cyclophosphamide, la cyclosporine, mais également dans les cas encore plus rares, le mycophénolate mofétyl ou le rituximab. Le chlorambucil, donc je ne l'ai pas vu dans les recommandations, mais peut-être qu'il y a des essais qui ont été faits et qui concluent qu'il marche. Mais dans les recommandations, je n'ai pas vu de chlorambucil. Dans mon livre, j'ai AVK si albumine est inférieur à 20 grammes par litre. 20 grammes, honnêtement, c'est très peu. Donc, pour moi, ouais, c'est pas une valeur à prendre. Parce que 20 grammes par litre, c'est vraiment très peu. Hein. Et comme les AVK sont fixés à 90-99% au niveau de l'albumine, c'est peu, ouais. Après, moi, comme Gaspard disait, j'ai pas la valeur de 20 en tête. Moi, perso, j'avais aussi la notion de 20 grammes par litre. Mais justement, du coup, si t'es inférieur à 20 grammes par litre, justement, tu mets pas d'AVK. Genre, tu mets que des HBPM, et l'avantage des HBPM, c'est que tu peux les utiliser à dose curative et à dose préventive. Donc, tu les utilises en curatif. Enfin, tu peux le garder au long terme en préventif. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, la valeur 20 grammes, ça fait quand même peu. Hein. Donc, je sais pas. En pratique, les AVK, c'est un des médicaments les moins sûrs qui existent sur le marché. Je veux dire, à partir du moment où le patient il a des perturbations, surtout aussi importantes, ils ne vont pas lui mettre des AVK. Les HPPM, c'est très, très sûr. Donc, Ouais, enfin, il y a aussi un antidote qui existe, donc qui est utile. oui. Donc, systématiquement, on met des corticoïdes, pas en fonction de l'étiologie. Ben, la première intention, oui, c'est des corticoïdes. Et si ça ne marche pas, alors là, on va passer sur un autre médicament. Juste Oui. petite précision. Moi, j'avais noté comme quoi dans le syndrome néphritique aigu et dans les glomérulonéphrite post-streptococcique, on n'était surtout pas de corticoïdes parce que ça avait un risque d'aggravation hyper vénère. Dans quelles étiologies? Dans le syndrome néphritique aigu. Ah, le syndrome néphritique, ouais. Et dans les glomérulonéphrite aigu post-streptococcique, on les mettait pas non plus. Et ça, je suis d'accord. Mais ça fait partie des étiologies possibles de syndrome néphrotique. Oui, mais alors il y aura un traitement à côté. Parce que
le syndrome post-streptococcique, par exemple, tu as une infection. Donc, tu ne vas pas mettre de corticoïdes lorsque tu as une infection. Tu n'as plus d'infection. Est-ce que toi, tu parles lors de l'infection ou après l'infection? Parce que Ah non, l'infection, après la post-streptococcique. oui, mais la post-streptococcique, parce que tu n'as plus d'infection, mais est-ce qu'eux, ils parlent de mettre les corticoïdes pendant l'infection ou c'est après l'infection? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, mais c'est juste parce qu'il y avait une question qui disait systématiquement on met les corticoïdes, pas en fonction de l'étiologie du syndrome néphrotique. Du coup, je répondais juste à cette question en disant que non, parce que du coup, il y a certaines étiologies ou comme le syndrome néphritique et les glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique où on les mettait pas. Ok, là, ouais, ok. Ben, moi, personnellement, chez nous à la fac, ils nous disaient on met les corticoïdes et si il n'y a pas d'amélioration, on dit que le patient est cortico-résistant et donc là, on passe sur un autre médicament. Mais on essaye toujours avec des corticoïdes, à part contre-indication stricte. Je ne sais pas si tu vois. Ou tu parles plutôt chez l'enfant. Parce qu'il y a peut-être la notion d'enfant aussi. Moi, c'était vraiment la prise en charge. On donne des corticoïdes, on regarde. Ok. Donc, ça dépend vraiment des sources. Mais voilà. Après, je peux me renseigner si vraiment il y a certaines éthologies, on n'en donne pas. Mais je vais me renseigner et je vous le dirai. Et c'est jusqu'à, oui, c'est 16 semaines, il me semble, ouais. J'avais aussi une notion de 16 semaines. Et il faut aussi, donc attention, retard de croissance, mais retard de croissance, c'est plutôt pour les enfants et pas pour les personnes âgées. Enfin, les adultes, pardon. Et donc, la dernière notion que je voulais montrer, c'était les vaccinations donc, antigrippales et antipneumococciques qui doivent être réalisées donc, dues à la diminution des immunoglobulines et des protéines du complément. Voilà. Donc, d'après ce que écrit Nesrine, si ça évolue bien, c'est que ce n'est pas un syndrome néphrotique. Donc, on ne traite pas. Là, je suis d'accord, mais si ça évolue en syndrome néphrotique, il faudra traiter. Mais je vais me renseigner sur cette notion-là et je vous mettrai un petit commentaire si j'en trouve une notion. Oui, c'est pour la corticothérapie, ouais. Ok. Donc, moi, c'était bon pour ce cas. Est-ce qu'il y a des questions encore? On peut passer au sujet numéro 2. Ok, je vais partager. Je peux commencer à partager ou tu... Ouais, vas-y, ouais. Ah, oui. Enfin, il faut que j'arrête, moi, je crois, non? Oui, il faut que tu arrêtes. Ouais, c'est bon.
Est-ce que vous voyez? Vous voyez mon écran? Ok. Alors, est-ce que l'un de vous veut commencer ou vous voulez qu'on fasse parce que l'un de vous veut se lancer? C'est pas obligé. Mais bon, attendez, parce que pardon, j'ai quelques petits rappels avant. Je suis désolée. Du coup, on va commencer par définir une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale, c'est la diminution de la cléarance de la créatinine. Donc, globalement, ça va être une augmentation de la créatinine dans le sang. Elle peut être aiguë ou chronique. Donc, la chronicité, c'est défini à partir de 3 mois. Et donc, c'est toujours à interpréter en fonction du contexte, de l'âge, de l'hémoglobine, du calcium et de la vitamine D. Je peux vous expliquer pourquoi si vous ne voyez pas. Je vois pas les commentaires. Ok. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, c'est en gros une altération qui sera brutale de la fonction rénale, qui aura une étiologie bien précise et qui globalement sera réversible après prise en charge. La chronique, c'est plutôt irréversible et c'est généralement dû à une anomalie morphologique. Et donc ça, c'est aussi l'insuffisance rénale aiguë peut évoluer du coup en chronique. Enfin, si elle n'est pas prise en charge, va évoluer en chronique. Il faut voir le contexte. Alors, pour le concours, ça suffit. Donc, techniquement, non. Il faut que ce soit plus de 3 mois. Après, si on vous dit que c'est une personne âgée, c'est ce que je disais, c'est le contexte est important. Si on vous dit que la personne est âgée, qu'elle a de l'hypertension depuis longtemps, voilà, on peut se douter que c'est une insuffisance rénale chronique. Et du coup, pour le concours, je pense que ça suffit effectivement de dire que l'hypercréatinémie et l'hyperurémie donnent une insuffisance rénale. Oui, aussi le DFG. Maladie rénale chronique. Je t'avoue que je ne sais pas. Non, je suis désolée, je ne sais pas, mais je pourrais chercher et vous mettre ça dans les diapos. Je ne sais pas si Valentin sait. Ok, merci. MRC pour diminution du DFG. Ok. En fait, j'étais pas là, désolé, mais j'ai vu la question et en fait, la maladie rénale chronique, comme disait Tsunami, c'est une diminution du débit de filtration glomérulaire avec en plus des maladies qui touchent des lésions au niveau rénal. Donc, c'est-à-dire qu'on a diminution du DFG plus des lésions au niveau rénal qui donnent une maladie rénale chronique. Et par exemple, tu as une protéinurie en plus, tu as une hématurie en plus, alors que si tu n'as qu'une diminution du DFG sans protéinurie, sans hématurie, là, tu dirais que c'est insuffisance rénale chronique. Je ne sais pas si ça a été plus clair. Ok. Du coup, l'insuffisance rénale aiguë, elle peut être fonctionnelle, organique ou obstructive. Et l'insuffisance rénale chronique, c'est un peu la conséquence de plusieurs choses, ou peut-être le diabète, complications de syndrome néphrotique, l'hypertension, et donc on voit que ça engendre des troubles phosphocalciques et une anémie. Enfin, c'est ce qui va vraiment vous aiguiller si jamais vous hésitez entre les deux et que vous n'êtes pas sûr. Regardez le bilan électrolytique et l'hémoglobine.
Donc, l'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est aiguë fonctionnelle, elle est très fréquente. Ouais. Elle est très fréquente. Elle est causée par en général une déshydratation extracellulaire. Donc, que ce soit des pertes digestives cutanées par des brûlures. On ne s'en rend pas compte, mais les brûlures, ça cause une déshydratation extracellulaire très sévère, des insuffisances surrénaliennes. Donc, tout ça va provoquer une hypovolémie, et une hypoperfusion qui vont engendrer une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Ça peut aussi être dû aux médicaments, donc tous les médicaments touchant au système rénine, angiotensine, aldostérone, et les INS qui vont agir sur les prostaglandines. Voilà. Donc ces médicaments, il faut faire très gaffe chez le sujet âgé, parce que déjà, on a une altération de la fonction rénale avec l'âge, mais en plus, donc ça peut aggraver la fonction rénale. Donc, il y a des rapports à calculer. Donc, ça, c'est dans les cas cliniques. Dans le cas que je vous ai présenté, il n'y avait pas ça, mais dans certaines annales, ils vous mettent le sodium et le potassium urinaire, l'urée aussi, et vous pourrez calculer les rapports qui vont vous permettre de trancher si c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou organique. Donc, un peu ça, c'est à connaître. Voilà. Et du coup, là, juste le plus important, c'est que le sodium va être inférieur au potassium parce que du coup, on va avoir une diminution de la natriurèse et du coup, on va vouloir réabsorber plus dû à l'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc, s'il faut retenir une chose, c'est là, ce que je vous ai mis en rouge. Oh merde, ça s'est mal coupé, désolée. Donc, l'insuffisance rénale organique, elle est aussi très, très fréquente et elle est due à une atteinte du parenchyme rénal. C'est vraiment une atteinte histologique. Donc, elle est due à des néphrites aiguës, qu'elles soient infectieuses ou immunoallergiques, mais très majoritairement à des nécroses tubulaires qui sont majoritairement dues à des causes iatrogènes. Donc, je ne sais pas si vous avez encore commencé à rabâcher vos cours de médicaments, mais il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui causent des nécroses tubulaires. Les myélomes aussi, parce qu'il y a une précipitation des immunoglobulines dans les canaux. L'insuffisance rénale obstructive, c'est assez simple, c'est dû à des lithiases urinaires. Ça peut être la conséquence de tumeurs, d'adénomes et elle peut être iatrogénique. Elle évolue favorablement si on arrive à lever l'obstacle. Ok, donc le cas, est-ce que l'un de vous veut se lancer? Oui. Hypernatrémie. Ok. Hyperchlorémie. Alors, juste, donc, il y a eu un petit couac, je suis vraiment désolée. Vas-y, je te laisse finir. Hypercréatinémie. Oui, c'est bon. Hyperurémie. Acidose métabolique. Ok. Donc là, juste la question, c'était d'écrire l'état d'hydratation intra- et extracellulaire. Car hypobicarbonatémie et diminution du pH, ouais. Oui, c'est pas grave. La première question, non mais c'est pas grave. Donc la première question, c'était d'écrire l'état d'hydratation. Est-ce que tu te sens de répondre à ça? Extracellulaire, normal.
Pourquoi? Pourquoi normal? Ok, non mais justement c'est pour ça. En fait, le cas, c'est un vrai cas. Et du coup, les valeurs usuelles des enfants, vous vous doutez bien, elles sont différentes de celles des adultes, sauf qu'en fait, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, pour que ce soit plus cohérent avec le concours et que ça sorte pas, enfin, pour que ce soit plus cohérent, j'ai modifié l'hématocrite et les protéines. Je suis vraiment désolée. Donc, du coup, ça vous a peut-être. Donc, ouais, voilà. Ouais. Aïe. Donc, si on refait avec les valeurs qui sont affichées ici, donc l'hématocrite, elle est à 0,49 et les protéines à 88 grammes par litre. Alors, donc je les ai modifiées, j'ai mis sur le tableau. Donc, l'hématocrite, déshydratation extracellulaire et déshydratation intracellulaire. Ok, c'est bon. Donc, on a une augmentation de l'hématocrite, une hypernatrémie, le potassium est normal, les chlorures sont augmentés, on a une hyperprotédémie, une hypercréatinémie, hyperurémie et une acidose avec une augmentation de la PO2 et de la PCO2 et une diminution des bicarbonates. Excuse-moi, c'est pas normalement un garçon? Bon, oui, c'est un garçon. Bah, t'as pas mis les valeurs des femmes? Pour? Bah, 37-47. Oui, pardon. Ouais. Parce que du coup, c'est pas augmenté si c'est un garçon. Oui. Oui, oui, pardon. Oui, mais en fait, oui, en fait, je me suis embrouillée parce que comme je t'ai dit, c'est pas les bonnes valeurs normalement. Donc j'ai essayé de bidouiller un peu pour que ça fasse vraiment cohérent avec le concours. Ok. Donc pour le secteur intracellulaire, oui. Donc on a une perte de poids. Et la sécheresse des muqueuses, ça c'est vraiment, oui, il y a bien une déshydratation extracellulaire. Ça c'est vraiment, à partir du moment où on commence à perdre du poids, c'est que la déshydratation est bien intracellulaire. On a aussi une hypernatrémie. Et pour le secteur extracellulaire, on a une hypotension et une persistance du pli cutané. Pour la biologie, on a une augmentation de l'hématocrite et une hyperprotidémie. Donc, on a une déshydratation globale intra- et extracellulaire. Oui, c'est ça, la confusion. Ouais, pardon. Alors, discuter la deuxième question. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Ou est-ce que vous avez des questions sur la première? Non, j'ai pas de valeur, j'ai pas de valeur seuil, mais on peut savoir à combien. Non, enfin, je ne sais pas à combien il est, mais c'est un signe d'hypotension du coup. Euh, Moi, c'est surtout une déshydratation intracellulaire pour moi. Vous pouvez calculer la osmolarité aussi. Oui, oui, oui. Ok. On passe à la deuxième question. C'est bon? Quelqu'un veut la faire?
Du coup, c'était discuter de l'élévation de la créatinémie, commenter l'état acido-basique de l'enfant G. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, Du coup, on avait une créatinémie qui était à 160 micromoles par litre, donc on était en hypercréate. ouais, Et on avait aussi une hyperurémie oui. importante, 29,5. La norme, c'était 2,5, 7,5 millimoles par litre. Donc, on est en insuffisance rénale. Hmm. Est-ce que je peux directement dire aiguë à ce moment-là? Oui, vu le contexte, Contexte, ok. oui, vu le contexte, c'est plutôt une insuffisance rénale aiguë, effectivement. Ok. Et pour l'état acido-basique, du coup, on avait un pH à 7,15, donc inférieur à 7,35. On était en acidose. On regarde en parallèle les bicarbonates. Donc là, on était à 3 millimoles par litre. On est inférieur à 23. Donc, on est en acidose métabolique. Mhm. On avait une PaCO2 à 13 millimètres de Molaire. mercure. Ah ouais. Donc, on était inférieur à 35. Les normes, c'est 35-45. Donc, et en plus, avec la PaO2 à 110, qui est supérieure à 100, on pouvait parler d'hyperventilation compensatrice. Enfin, non compensée, du coup, maintenant. Partiellement compensé, oui. Partiellement compensée, ok. Donc, Et- conclusion, on est en acidose métabolique avec une hyperventilation partiellement compensée. Ok. Alors, donc, c'est ce que tu disais. Voilà. Donc, on a une hypercréatinémie, hyperurémie, insuffisance rénale. Le contexte n'est pas en faveur d'une insuffisance rénale chronique. La calcémie est normale. Vous savez, quand il y a une insuffisance rénale chronique, il y a des troubles phosphocalciques dus à la perturbation de la synthèse de calcium. J'ai ajouté fonctionnel. Ouais, oui, tu pourrais, oui. Oui, oui, c'est possible. Donc là, si jamais vous vouliez calculer la créance de la créate, c'était pas possible. Donc là, vous n'aviez pas l'âge et le poids, enfin si, mais du coup, elle est utilisable de 20 ans à 65 ans. Au-delà et en dessous, on ne pourrait pas l'utiliser. Donc l'insuffisance rénale était aiguë et fonctionnelle. Elle est due à la déshydratation et à l'hypoperfusion. Et du coup, c'est ce que je disais. Et si jamais vous avez ces valeurs-là, le NA et le K urinaire, c'est bien de les calculer pour appuyer vos arguments. Pour l'acidose, donc c'était une acidose métabolique car les bicars sont effondrés, partiellement compensés comme tu l'as dit. On calcule le trou anionique qui est augmenté, donc il y a des acides qui sont non métabolisés. Et donc c'est dû soit à, possiblement, on peut supposer que c'est une acidocétose ou une acidose lactique. Alors là, on peut peut-être éliminer une acidocétose car le glucose est normal. Donc, a priori, il n'y a pas de trouble de glycémie et il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une acidocétose. On partira plutôt sur une acidose lactique. C'est bon pour vous? Ou alors je vais trop vite? Ok, on peut passer à la question suivante. C'était discuter de la valeur de la kaliémie. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Donc, on s'attendrait à quoi dans une acidose métabolique? On s'attendrait à quoi finalement? Élevée, ouais. On s'attendrait à ce qu'elle soit élevée, mais là, elle ne l'est pas et c'était pas une erreur. Voilà, donc c'est ça. Perte extra-rénale par diarrhée. Donc normalement, dans les acidoses, on a une hyperkaliémie due à l'échange H+, K+, mais ici, du coup, on a une perte due au diarrhée et aussi à l'hyperaldostéronisme secondaire, qui est relié à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, on a une hypoperfusion
une hypotension, donc une activation du système renin, angiotensine, aldostérone, une réabsorption de sodium et d'eau et une excrétion de potassium. Ou une perte extra-rénale. Oui, oui c'est ça. Tout à fait. La question suivante, si vous êtes d'accord, c'est expliquer le mécanisme de l'acidose. Quelqu'un est chaud? Vous pouvez prendre la parole aussi, il n'y a pas de souci. Ok, je vois que vous n'êtes pas inspiré. Alors, donc, comme on l'a dit, il y a des diarrhées, donc il y a des pertes de bicarbonate, de potassium et d'eau. Ça induit une déshydratation. Non, désolé, non, mais t'inquiète pas. Une déshydratation, une hypoperfusion et du coup une baisse du débit de filtration glomérulaire. On a un hyperaldostéronisme secondaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a potentiellement une acidose lactique secondaire. Donc là, il va falloir dire qu'on peut doser l'acide lactique car c'est une cause très probable. Parce que du coup, il y a un défaut circulatoire, donc il y a une hypoperfusion des tissus et du coup une anoxie et une production d'acide lactique. Est-ce que c'est clair? Là, c'est plutôt c'est assez résumé, mais on ne vous demandera pas d'aller plus loin, d'expliquer plus de choses au concours. Parce que du coup, tu es en déshydratation globale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et du coup, tu vas avoir une hypoperfusion et une hypotension. Et donc, le corps va activer le système rénine-angiotensine pour augmenter la tension artérielle. Est-ce que c'est clair? Ok. La question d'après, si vous êtes d'accord, c'est quelle est la prise en charge thérapeutique? Ça, c'est pas très compliqué. Ouais. Ok. Réhydratation aussi, important. Oui, une surveillance. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait gagner des points en plus au concours. C'est les petits détails. Surveillance. Et le plus, je ne sais pas dans le plus important, mais qu'est-ce qui a causé du coup cette déshydratation massive? Parce que si l'enfant perd toujours de l'eau, ça va être compliqué, hein. Ouais, c'est ça, il faut mettre un antidiarrhéique. Donc on fait une correction hydroélectrolytique par des bicarbonates de sodium par voie orale ou IV s'il le supporte. Soluté de remplissage si choc, parce que là déjà il était en convulsion et en fièvre. Traitement de la cause, donc des diarrhées. Si jamais ça ne s'améliore pas, on pourrait faire une épuration extra-rénale, c'est ce qu'ils appellent une diurèse alcaline, et surveillance, c'est important. Alors, dans tous les cas, tu mets un antidiarrhéique pour arrêter les diarrhées, parce que là,
Diurèse alcaline, c'est quoi? Donc tu mets du bicarbonate, tu mets des solutés alcalinisants, si je dis bien ça, et tu fais une épuration extra-rénale. Donc les deux combinés, c'est une diurèse alcaline. Tu vas favoriser l'élimination des acides dans le corps. Quand est-ce qu'on donne du glucose? Si c'est une acidocétose, on pourrait donner du glucose, oui. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Quand est-ce qu'on donne du glucose? Bah, quand tu veux dire en soluté de remplissage? Oui, en cas d'hypoglycémie, oui, mais là, sa glycémie est normale. Je ne pense pas qu'ils auraient mis soluté. Pourquoi il faut éviter le loperamide? Disons que c'est un peu plus agressif que le racecadotril. Mais vraiment, en réalité, ils utilisent le loperamide. Quand c'est vraiment des diarrhées très sévères comme ça, c'est le loperamide. On me donne du KCL. Non, là, ce qui serait plus adéquat, c'est plutôt le bicarbonate de sodium pour alcaliniser. Est-ce que c'est bon? Vous pouvez prendre la parole pour poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Je vous remettrai le cas avec en corrigeant les valeurs usuelles et les valeurs de l'enfant, comme ça c'est un peu plus clair. Je suis vraiment désolée pour ça. Et voilà. Donc pas de questions? Honnêtement, on ne vous demandera pas de faire plus détaillé que ça pour le concours. Pour prévenir l'hypocalémie secondaire. En fait, pour répondre à Myriam, il faut vraiment voir avec le potassium, il faut vraiment le voir avec le dosage. Tu ne peux pas donner systématiquement du KCl si tu corriges l'acidose. Parce qu'on est d'accord que si tu corriges une acidose, forcément, il y a une diminution du potassium. Mais ça, il faudra voir avec la biologie. Tu ne peux jamais donner du KCl comme ça à un dosage X ou Y parce que tu normalises l'acidose. C'est comme, par exemple, si tu donnes de l'insuline, il faut aussi d'abord attendre et faire un dosage du ionogramme pour voir si tu peux donner ou non l'académie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Myriam? Parce que la régulation est tellement fine qu'il faut d'abord faire un dosage avant de savoir s'il faut en donner ou pas. Donc voilà, tu ne donnes pas systématiquement, quoi. Alors pour le syndrome néphritique, ce n'est pas au programme. C'est le syndrome néphrotique et l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Donc la prise en charge, je ne vais pas connaître. Et pour répondre à Camille, pour le glucose, dans le debug, c'est écrit perfusion. Oui, parce que le glucose, 5%, c'est une solution de remplissage. Donc, on peut le donner en cas de déshydratation. Alors que
alors que le glucose 30%, lui, c'est vraiment pour les cas d'hypoglycémie. Donc, est-ce qu'on oublie les autres pathologies rénales? Donc, en fait, il ne faut pas oublier les autres pathologies les autres pathologies rénales, pardon. Il faut savoir la prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë et chronique, du syndrome néphrotique, mais il faut savoir l'étiologie et savoir, par exemple, d'où proviennent ces pathologies rénales. Mais il faut savoir ce que c'est une glomérulonéphrite post-streptococcite, par exemple. Donc ça, il faut savoir. On ne vous demandera pas des choses compliquées, hein, honnêtement. Enfin, on n'a jamais vu de cas très, très compliqués en néphro. En général, ça tourne toujours autour de l'insuffisance rénale, du syndrome néphrotique, de la glomérulonéphrite, ouais, comme disait Valentin. Donc, déjà, acquérir tout ça, c'est une bonne base. En fait, généralement, c'est une insuffisance rénale soit à cause d'une haute tension, soit à cause d'une infection à streptocoque. Mais honnêtement, il n'y a pas d'autre chose. Ou alors un diabète. Ouais, le diabète. C'est la première cause de syndrome néphrotique chez l'adulte. Mm. Et sinon, ils vont pas demander le syndrome d'Alport, par exemple, ou l'amylose. Non, vous inquiétez pas, c'est trop précis, ça. Ça va jamais arriver. Bon, j'espère. Donc, il n'y a pas encore de date fixée pour le concours blanc d'IPharma, parce qu'on est en train de voir ensemble pour le sujet. Donc, le sujet n'est pas encore créé. On ne pourrait pas vous poser une date précise. Mais ça viendra. Et ça viendra certainement après le concours blanc national. Donc, il me semble que le concours blanc national sera en septembre, non? Oui. Donc, nous, peut-être qu'on le fera fin septembre ou alors octobre, mais je ne pourrais pas vous dire de date exacte. En tout cas, continuez à réviser régulièrement. Et voilà, c'est la meilleure façon de ne pas faire d'impasse. Est-ce qu'on a la date du national? Je pense qu'ils vous le diront à la fac, à la rentrée. Ben, moi, j'ai un tableau, mais je ne sais pas s'il y a une date, il faudrait que je regarde. Parce que moi, j'ai un planning de ma fac à moi et j'essaie de Oui, c'est regarder. vrai que c'est dépendant des facs aussi. Ils le font pas Ah tous. oui, c'est vrai. Oui, pardon. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a les facs parfois où ça diffère. Oui, ils vous le diront à la rentrée. Ou alors envoyer un mail à un de vos profs responsables. Oh, il n'y a pas un tutorat, peut-être un tutorat de la fac. Ouais, peut-être. Mais après, le tutorat, ils font leur concours blanc à eux aussi. Donc, Oui, ouais, aussi. Ouais. Nous, par exemple, à Strasbourg, c'est le 20 et le 21 septembre. Donc, tu vois, donc ça diffère par rapport aux facs. Théoriquement, tu es prêt. Donc, on peut te le dire 2 jours avant. non, non, ils vous diront pas le jour avant, mais je ne sais pas Et quand c'est non, la rentrée, c'est pas début septembre. Non, mais à mon avis, envoyez des mails, essayez de demander à vos profs responsables. Ils seront plus à même de vous répondre. il n'y a Comme pas ça, une association de tutorat dans votre fac? Je répondais au point. au point. Parce que nous, par exemple, on a une association de tutorat et on a une adresse mail qui va directement dans le bureau du tutorat. Et donc, on peut te poser des questions. T'es dans quelle fac? Quelle ville? Peut-être qu'on peut voir avec les autres tuteurs qui sont au courant. Ok. C'est pas pour toi, ça? Tours?
Moi, Ouais, non, je sais pas. moi, je suis à Paris, non? Ah non, moi non plus. Bah écoute, on va demander, voir si un des tuteurs est au courant et si c'est le cas, on te dira. On mettra sur le e-pharma. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ben, c'était bon pour moi, hein. Moi aussi. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut. Vous pouvez récupérer le sujet. On mettra le sujet, les corrections. Pour le CBN, tu veux dire par rapport aux villes ou le CBN d'e-pharma? Non, le CBN par rapport aux villes, je pense. Mais c'est partout le même. Oui, c'est le même sujet. Mais on ne pourra pas le diffuser si on l'a, tu vois. Je Ouais. pense. Avant. On ne pourra pas le diffuser avant que tout le monde ait fait le concours blanc. Oui. Mais après, il sera disponible. Enfin, t'inquiète pas, même si tu ne le fais pas. Ah oui, comme ça, oui. Ah oui, après, il sera disponible, oui. Oui. Pas de souci. Ok. Pas de Ok, problème. ben, ouais, mais je pense qu'Aurélie, l'année dernière, elle n'avait pas mis en ligne le sujet du concours blanc. Si, ils l'ont mis en ligne après. Mais c'est après que toutes les villes Oui. les font Ouais, c'est ça. Donc oui, on mettra en ligne sur ePharma. avec la correction. Ok, ça marche. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée.